Bonjour, bienvenue à cette session S13 sur HPV papillomavirus que je vais avoir le plaisir de co-modérer avec mon collègue Dr Laurent Abramovitch. Je m'appelle Déborah Konopnicki, je suis infectiologue à Bruxelles-Saint-Pierre. Le programme de cette session consacrée à l'HPV consiste en 3 mini-lectures qui sera suivie d'une session questions-réponses. Vous pouvez envoyer vos questions par chat. Merci d'indiquer votre nom et votre pays lorsque vous posez votre question. Et mon co-modérateur, Dr Abramovitch, et moi-même relayerons vos questions en live pendant 10 minutes de discussion à la fin des mini-lectures. Et puis, nous aurons 2 présentations originales qui ont été sélectionnées sur base des abstracts. Et ces 2 présentations seront aussi suivies d'une séance questions-réponses. Alors, je ne sais pas si je dois recommencer, si je suis en... Ça n'est pas clair pour moi si je dois recommencer, si j'ai commencé trop tôt. Je vais redire bonjour à tout le monde. Voilà, je suis en direct, voilà. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Déborah Konopnicki, je suis infectiologue à Bruxelles, en Belgique, et j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec le docteur Laurent Abramovitch. Vous êtes bien dans la session S13 HPV. Laurent, est-ce que tu es avec moi ? Je suis avec vous. Bonjour à tous. Voilà. Alors, cette session sera constituée de 3 mini-lectures d'abord, qui seront suivies de 10 minutes de questions-réponses. Vous nous envoyez vos questions par chat uniquement et Laurent et moi-même allons les relayer en live. Merci d'indiquer votre nom, prénom et pays d'origine quand vous posez votre question. Après ces mini-lectures et ces questions, nous aurons 2 présentations originales qui ont été sélectionnées sur base des abstracts qui ont été envoyés. Et après ces 2 présentations, il y aura également une petite séance de questions-réponses. Envoyez-nous vos questions par chat. Alors, je voulais commencer cette session par vous présenter mon co-modérateur, Dr Abramovitch, qui est responsable du service de proctologie à l'hôpital Bichat à Paris. Il est également président du groupe de recherche en proctologie en France. Et il a réalisé de nombreuses missions de formation à la réalisation de la proctologie en Afrique, notamment avec SIDAction et Médecins du Monde depuis 10 ans dans de nombreux pays d'Afrique et au Maghreb. Alors, je regarde ma montre pour voir 10h32 et je vais donner la parole à Dr Abramovitch afin qu'il puisse présenter les mini-lectures. Alors, de nouveau, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver malgré les difficultés sanitaires. On aurait tous préféré se retrouver au soleil de Dakar, mais voilà, c'est mieux que rien. Et donc, on va faire passer un petit peu de connaissances et des échanges grâce à ces nouveaux outils. Donc, je commence par présenter Joseph Monsonego, qui est gynécologue à Paris, hyper spécialisé dans les maladies HPV. Il a créé le congrès européen Eurogyn sur l'HPV il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est un leader mondial. On a beaucoup de chance d'avoir sa communication dans ce congrès. Il est très actif pour défendre la vaccination HPV. Il est très actif pour le dépistage. Voilà, on a eu beaucoup d'actions ensemble et c'est un grand bonheur, c'est un grand monsieur de la gynéco et particulièrement des maladies HPV. Je crois qu'on peut lancer sa communication. Là, son texte, c'est sur donc, dépistage des lésions HPV induites au niveau génital, donc cervical, vaginal et vulvaire. Alors, le mot-clé, Laurent, c'est vidéo. Il faut dire vidéo et alors on va la lancer. Alors, je dirais vidéo.
Bonjour à tous. Je dois vous parler du dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette année 2020 a vu des changements majeurs pris par nos autorités de santé en matière de dépistage du cancer du col. Deux orientations et recommandations sont aujourd'hui disponibles. La première, c'est que ce dépistage va désormais passer d'une forme dite opportuniste ou spontanée à processus organisé dans les régions. La seconde, c'est que nous passons d'un dépistage basé sur la cytologie à un dépistage basé sur la recherche du papillomavirus. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les papillomavirus ont un tropisme sur les épithéliums pavimenteux et parfois glandulaires, dont le plus concerné est le col de l'utérus. L'anus, la vulve, l'oropharynx sont également concernés par ces pathologies et ces cancers. Le col de l'utérus étant le site le plus vulnérable et qui représente le problème de santé publique, puisqu'il n'y a pas de cancer du col sans papillomavirus et que la grande majorité des cancers HPV induits sont ceux du col de l'utérus. Donc vous avez ici sur cette diapositive la prévalence des HPV dans les cancers concernés. Le col de l'utérus, c'est 100%, l'anus 87%, la vulve entre 15 et 40%, et l'oropharynx entre 30 et 50% selon les régions. Alors, ce qu'il faut d'emblée saisir, c'est que, à la différence des autres sites non cervicaux, le col de l'utérus fait l'objet d'un dépistage dont l'objectif est de détecter les lésions précancéreuses, alors que sur les autres sites, il n'y a pas de dépistage, ce qui donc justifie ici l'intérêt de la vaccination qui aura un impact majeur sur les sites non cervicaux et sur le col de l'utérus qui aura d'autres avantages puisque neutralisant les virus, la vaccination permettrait de réduire, voire faire disparaître les lésions précancéreuses que le dépistage est censé identifier. Pour vous rappeler ici la courbe d'incidence et de mortalité du cancer du col en France, cancer qui survient en général une quinzaine ou une vingtaine d'années après l'exposition au virus, les lésions précancéreuses ayant un pic qui se situe autour de la trentaine, le cancer du col autour de 40-45 ans. Et vous voyez donc cette courbe de mortalité en rouge qui donc montre une augmentation de la mortalité avec l'âge, mais également aux âges extrêmes de la vie, on observe qu'il n'y a pas d'impact du dépistage sur cette mortalité. Alors, l'une des problématiques françaises jusqu'à présent, qui a d'ailleurs justifié l'introduction d'un dépistage organisé, c'est que le fait même qu'il était laissé à l'initiative individuelle, la ouverture au dépistage demeurait relativement faible, en tout cas inférieure à 50-60%, avec une grande variabilité
et disparités selon les régions. Alors, ceci, évidemment, pose un problème important que le dépistage organisé est censé résoudre, en tout cas partiellement, puisque les études montrent que l'organisation du dépistage avec des systèmes de convocation permettrait d'augmenter la participation de 12 points, ce qui ramènerait à environ 72% de la population. L'autre point concerne l'outil que l'on utilise pour ce dépistage. Vous avez ici les courbes d'incidence et de mortalité depuis une vingtaine d'années et les chiffres enregistrés par donc l'INVS, un nombre de cas qui se situe autour de 3000, 3500 cas chaque année. Et vous avez sur cette courbe qui ramène le nombre de cas depuis les années 80, eh bien, on observe clairement que depuis les années 2000, on n'observe pas, du fait du dépistage, une diminution significative de la maladie, tant en termes d'incidence qu'en mortalité, comme si nous avions, avec notre système tel qu'il est organisé, tel qu'il est conçu, nous soyons arrivés au maximum de ce qu'on pouvait attendre de ce dépistage. Alors, ceci est illustré dans l'histoire des frottis chez les femmes ayant un cancer invasif. Ces chiffres sont rapportés en France, mais également dans beaucoup de pays dans le monde. Et on constate clairement que lorsque le dépistage est absent ou lorsqu'il est à intervalles très espacés, eh bien, c'est là qu'on enregistre le plus grand nombre de cas de cancer invasif, 55 à 65%. Mais dans un tiers des cas, malgré un dépistage régulier cytologique, eh bien, on va pouvoir observer des cancers invasifs chez les femmes qui sont régulièrement dépistées. Alors, ceci pose le problème de la sensibilité de l'outil que l'on utilise, alors que dans le premier cas, ça pose la problématique de la couverture au dépistage, censée être améliorée par le dépistage organisé. Alors, voici en résumé l'histoire naturelle de cette maladie avec une exposition par contact sexuel donc, au papillomavirus. 90% de ces virus sont clearés naturellement dans un délai de 24 mois. Parfois, des anomalies morphologiques vont apparaître, l'infection est alors persistante, des lésions mineures qui ont encore une capacité à régresser spontanément. Et ce qui nous intéresse le plus dans le dépistage, c'est la détection des lésions de haut grade, qui sont les précurseurs du cancer. Vous avez ici le délai d'apparition de ces anomalies en moyenne, une quinzaine d'années après l'exposition au virus. On considère que c'est cette persistance virale que l'on observe dans près de 10% des patientes exposées que les lésions, les anomalies morphologiques vont apparaître. Alors, vous voyez que lorsque on utilise un frottis comme outil de dépistage, l'objectif est de détecter des lésions précurseurs, mais évidemment, ce frottis pêche par manque de sensibilité et donc nous ne les détectons pas constamment. À l'inverse, il n'y a pas de lésion précurseur qui échapperait à un test HPV puisque l'HPV est persistant et il est détecté dans près de 90% des cas. A contrario, la détection d'un papillomavirus ne signifie pas lésion précancéreuse puisque vous voyez qu'on peut le détecter pour des lésions mineures, voire même sous une forme éphémère ou silencieuse, sans lésion morphologique. Alors, pour parler de test HPV dans le dépistage primaire, il faut bien entendu connaître la prévalence de l'HPV en population. Voici deux travaux menés, l'un aux États-Unis sur une population de 47 000 femmes, l'autre en France sur une population de 5 000 femmes. Vous voyez qu'avant 30 ans, aux États-Unis, on est à peu près 17,8% de prévalence.
que tout âge confondu, on est à 10% sur la population générale. En France, on a des chiffres un peu plus élevés, 23% chez les femmes de moins de 25 ans et à peu près 14 à 15% de prévalence en population générale. Alors, qu'est-ce que fait un test HPV par rapport à la cytologie? Les études randomisées, nombreuses aujourd'hui, sont répertoriées dans cette méta-analyse qui montre bien que lorsqu'on utilise un test HPV en dépistage des lésions précancéreuses, qu'on appelle les CIN de haut grade, eh bien, on augmente de 20% la détection de ces anomalies comparée à la cytologie. Une augmentation de sensibilité de 20%, c'est donc significatif. Par cette détection précoce des lésions précancéreuses, on impacte bien entendu l'incidence du cancer du col. Ici, un travail mené en Inde avec ici 2 cohortes, l'une ayant en rouge un frottis normal à l'instant T, l'autre ayant un test HPV négatif à l'instant T, suivi sur une période de 6 et 8 ans, et on constate que la population qui a été suivie par le test HPV, lorsqu'elle a été négative, eh bien, finit par développer quelques cancers à 6-8 ans, mais par rapport à la cytologie, c'est une réduction de 70% des cancers invasifs, tout simplement parce que détecter un test HPV permet de détecter précocement les lésions précancéreuses, les traiter, évite la maladie. À l'inverse, la cytologie laisse filer un certain nombre de lésions, peut laisser filer un certain nombre de lésions précancéreuses qu'elle n'aura pas détectées et donc susceptible d'expliquer la survenue de ces cancers. Alors, l'autre avantage du test HPV, c'est qu'il permet l'autoprélèvement, et l'autoprélèvement a un avantage, c'est qu'évidemment, il augmente la participation, ceci a été parfaitement démontré, mais il permet aussi à ce que les tests soient réalisés donc, par la femme elle-même. Pour le test HPV, c'est possible. Il n'y a pas d'autoprélèvement possible pour la cytologie. Donc, l'autoprélèvement dont l'objectif est d'augmenter la participation ne s'entend que pour le test HPV, ce qui est un avantage supplémentaire comparé à la cytologie. Alors, bien entendu, lorsque nous disons ça, on peut s'imaginer que nous avons un test parfait. Bien non, l'HPV en dépistage primaire a des inconvénients, parce que comme je l'ai dit précédemment, il ne détecte pas que les lésions précancéreuses, il peut détecter des anomalies mineures ou des infections passagères. Et donc, le risque, si on l'utilise brut dans le dépistage, et d'explorer toutes les femmes qui sont HPV négatives, c'est d'aboutir à des colposcopies inutiles, des surdiagnostics, des inquiétudes pour les patientes et des dépenses abusives, d'où la nécessité de trier cette population HPV positive de façon à orienter vers des explorations complémentaires comme la colposcopie des femmes qui ont un triage positif ou qui se situent dans un sous-groupe un peu plus à risque. L'autre point, c'est que le test HPV n'est exploré et exploité que chez les femmes de plus de 30 ans, où la prévalence de l'infection à 10% demeure acceptable pour l'envisager en dépistage, alors que avant l'âge de 30 ans, une prévalence de l'ordre de 20% ne le rend pas acceptable en termes de spécificité pour le dépistage. Donc, les femmes de moins de 30 ans, en particulier celles de 25 à 30 ans, continuent à avoir un dépistage cytologique. Alors, voici l'algorithme de dépistage qui est proposé par la HAS dans ses recommandations. Donc, un test HPV est proposé chez les femmes de plus de 30 ans. Lorsqu'il est négatif, ça permet de réassurer ces patients de ne pas avoir de lésions
de haut grade sous-jacente, mais également de ne pas en développer dans les 5 années qui viennent, ce qui autorise à espacer l'intervalle du dépistage à tous les 5 ans. Les femmes HPV positives ne sont pas explorées immédiatement, elles font l'objet d'un triage et le triage se fait par la cytologie. Lorsque cette cytologie est positive, on va évidemment envisager des explorations complémentaires, c'est-à-dire la colposcopie. Et lorsqu'il est négatif, eh bien, là, évidemment, on ne libère pas les patients totalement pour 2 raisons. D'abord parce que ce test cytologique peut être un faux négatif, et 2, parce qu'elles ont été à un moment donné HPV positives. Donc, c'est la raison pour laquelle elles font l'objet dans un deuxième temps, d'un test HPV de contrôle 1 an plus tard. Et là, si le test est négatif, on va les passer au suivi tous les 5 ans. S'il est positif, on va les adresser en colposcopie. Alors, l'argument sur lequel on se base, c'est les évidences sur lesquelles on se base pour dire qu'on peut espacer en toute sécurité l'intervalle du dépistage à 5 ans chez les HPV négatifs repose sur de nombreuses études randomisées. J'en ramène une ici qui est hollandaise et qui montre clairement, lorsqu'on compare donc les 3 cohortes, celles qui sont cytologie négative en bleu, HPV positif en rouge, HPV et cytologie négative en vert, suivies sur 10 et 15 ans, eh bien on constate que le risque de développer une lésion précancéreuse ou un cancer dans l'intervalle de 5 ou 10 ans est extrêmement faible, alors qu'il est 4 fois plus élevé pour celles qui sont cytologie négative. Ceci permet d'autoriser en toute sécurité un intervalle de dépistage HPV tous les 5 ans, en Hollande tous les 10 ans. Ce triage cytologique a fait la preuve évidemment de sa pertinence puisque lorsqu'on compare les populations dans les études randomisées qui font l'objet d'un test HPV avec un triage cytologique et celles qui n'ont qu'une cytologie, et qu'on a une sensibilité qui est augmentée de 22% et une spécificité qui est excellente. Donc, cette approche est pertinente. Voici dans un travail très récent le risque d'avoir une lésion de haut grade lorsqu'on est HPV positif et avec un triage en cytologie normale. Vous voyez que ce risque pour les lésions de haut grade, CIN2 et CIN3, est extrêmement faible. Et donc, le risque d'ignorer une lésion de haut grade par cette approche, à l'instant T où la cytologie est normale, est extrêmement faible à 1 an, en tout cas très faible avant 1 an, et à 1 an, il demeure encore faible, mais autorise à ce moment-là d'envisager de faire une nouvelle évaluation par un test HPV, comme je l'indiquais précédemment. Dans le triage des HPV avec la cytologie positive, les études randomisées montrent clairement que la sensibilité pour la détection des lésions de haut grade, en particulier CIN3, est très bonne, et la spécificité tout à fait convenable. Donc, on revient sur ce schéma classique proposé par la HAS du test HPV en dépistage primaire après 30 ans. Lorsque les femmes sont négatives, eh bien, le risque d'avoir une lésion de haut grade étant extrêmement faible, et vous voyez le risque de cancer également très faible, on peut envisager un test HPV tous les 5 ans, toute sécurité. Évidemment, sortent de cette population les femmes qui ne sont pas véritablement des femmes de dépistage classique, en particulier celles qui ont un antécédent de lésion de haut grade traité sont considérées comme plus à risque. Celles qui n'ont pas eu de dépistage depuis plus de 10 ans sont plus à risque, les immunodéprimées, les femmes symptomatiques, et toutes ces femmes-là ne peuvent pas rentrer systématiquement dans un dépistage quinquennal. Par conséquent, selon les situations, on va être amené à refaire un deuxième test HPV pour confirmer la négativité du premier.
ou alors proposer un test HPV de dépistage tous les 3 ans selon les situations. Je rappelle que dans cette catégorie-là des HPV négatifs, il y a environ 2% de faux négatifs dans lequel on va avoir donc un test qui revient négatif avec une lésion de haut grade sous-jacente. Donc, prudent chez les femmes à risque. Chez les femmes HPV positives, évidemment, là, on a cette notion de positivité, lorsque la cytologie est négative, positivité à 1 an d'intervalle, ce qui indique une persistance. Mais là encore, c'est une persistance qui est un petit peu grossière, car on n'a pas la notion du génotype initial qui pourrait indiquer qu'on est vraiment dans une situation de persistance qui pourrait isoler une population véritablement un peu plus à risque. Donc, c'est une persistance imprécise. Il faut également prendre en compte que demander un dépistage 1 an après risque de ne pas revoir les patientes. On sait très bien que les perdus de vue peuvent échapper, mais on espère que l'organisation de dépistage limitera ces perdus de vue. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et ceci hors recommandation, il y a lieu à penser, ceci fait l'objet des travaux qui sont en cours, à identifier ici une population un peu plus à risque dans laquelle on va pouvoir orienter en colposcopie celles qui sont véritablement à risque lésionnel au grade sous-jacent. Alors, parmi ces éléments d'évaluation du risque, il y a évidemment les génotypes. Nous avons, démontré qu'en France, ça c'est un travail qui a été publié en 2012, vous voyez, chez les femmes de moins de 25 ans et de plus de 25 ans, que en réalité, le type 16 est un des virus qui est le plus fréquent, mais en particulier chez les femmes de plus de 30 ans. Et vous avez ici les autres génotypes en termes de prévalence. Nous avons également pu mesurer dans cette population le risque lié à la présence d'un génotype particulier. Lorsqu'on est porteuse d'un de ces virus, un de ces 8 virus, le risque d'avoir une lésion de CIN3 est de 10,8. Mais en réalité, lorsqu'on s'intéresse à chacun des génotypes, on observe que le driver principal est le type 16. En deuxième position, c'est le type 33. En troisième position, c'est le type 31. Vous voyez que dans la détection des précurseurs, le 18 n'est pas en deuxième position, comme on en a la notion dans le cancer, mais il vient, vous voyez, que très largement en arrière, en septième position. Aux États-Unis, dans l'étude Athéna, nous avons clairement montré que le risque absolu de CIN3, lorsqu'on a un portage d'HPV16, est de 15%, il est de 9% pour le 18 et 7,9% pour le 31. Alors, évidemment, un risque de 15% d'avoir une lésion de haut grade, ça pourrait, et ça justifie, en tout cas aux États-Unis, lorsqu'on a un premier test HPV positif, d'emblée une colposcopie, ne pas attendre les 12 mois plus tard pour la faire. C'est ce que proposent les Américains, alors que cela est tout à fait possible au regard des risques que j'indiquais pour les 12 autres types d'HPV, de faire un triage par la cytologie et d'envisager une colposcopie si le test HPV est positif 1 an plus tard. Donc, c'est juste pour vous rappeler ici le risque absolu de CIN3 en population et ce qui est aujourd'hui admis et ce qui fait l'objet, on va dire, de travaux d'évaluation. Voici le risque de CIN3 lorsqu'on réalise une cytologie. Une cytologie anormale, risque de CIN3 0,5%. Lorsqu'on est test HPV positif, c'est 4%. Vous voyez que c'est pas d'une précision extrême, alors que lorsqu'on connaît les génotypes, en particulier le 16, on atteint les 15%, le 31, 33, 12%. Et vous voyez que là, on peut évidemment envisager un triage pour l'ADN positif parce que les taux sont faibles.
Alors que là, pour des taux plus élevés, on peut envisager et explorer plus rapidement. Ceci est évidemment hors recommandation française. Alors l'AP16, c'est un autre marqueur d'anomalie morphologique, la méthylation, les génotypes 6E7, le séquençage HPV, tout ça fait l'objet d'intenses évaluations, en particulier sur le long cours, pour justement identifier la population la plus à risque lorsqu'on est HPV positif. Donc pour conclure, je dirais que les questions qu'il faut se poser quand on est HPV positif, c'est d'abord quel âge, puisque ceci permet d'orienter d'emblée celles qui vont avoir un HPV après 30 ans de celles qui vont avoir une cytologie avant 30 ans. Deuxième question, la femme appartient-elle à un groupe à risque clinique? Y a-t-il des antécédents de traitement, d'HPV, patiente qui n'ont jamais eu de dépistage? Est-elle symptomatique? Est-elle immunodéprimée? On sait très bien que le risque est plus élevé dans ces situations. Et là, il faut être vigilant lorsque l'HPV est négatif pour probablement soit le recontrôler une seconde fois, soit passer à un dépistage tous les 3 ans. Enfin, y a-t-il une information sur le génotype d'HPV? Et si on l'a, ça permet de faire une évaluation peut-être un peu plus fine sur le risque de cette patiente à avoir une lésion de haut grade sous-jacent. Je vous remercie. Bien, merci docteur Monsénégo pour cette généreuse présentation. Nous allons tout de suite enchaîner avec la présentation suivante et nous répondrons aux questions à la session après les 3 mini-lectures. C'est le docteur Laurent Abramovitch, qui va nous présenter le dépistage des lésions anales HPV induites, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et on peut lancer la vidéo. Bonjour. Dépistage des lésions anales HPV induites chez les hommes et les femmes. Voilà mes liens d'intérêt. Alors, pourquoi un dépistage? Parce que l'incidence du cancer de l'anus est en forte augmentation. Il s'agit d'un carcinome épidermoïde, comme celui du col utérin. Son incidence a été multipliée par 4 en 30 ans dans le monde, en passant de 1,5 à 6 cas pour 100 000 habitants. En France, on avait en 2006 3711 cancers, en 2013 4153. L'INCA a calculé qu'entre 2010 et 2018, il y avait une augmentation du cancer de l'anus chaque année, plus 5,7%. Deux pics d'incidence, les femmes de la soixantaine, qui représentent 2/3 des cancers de l'anus, et les jeunes hommes infectés par le VIH, avec un âge moyen de 40 ans. Effectivement, ce cancer de l'anus est le 3e cancer, tout cancer confondu, chez les patients infectés par le VIH, chez les hommes, et le 7e cancer chez les femmes. Alors, il n'y a pas de cancer anal sans infection HPV, puisqu'on avait montré en analysant 366 cancers anaux partout en France, il était associé à une infection HPV dans 97% des cas. Ceci a été confirmé par une étude multicentrique internationale, 24 pays, qui retrouvait de la même manière plus de 90% d'HPV au niveau des cancers ou des dysplasies anales sévères, avec en plus une activation de la protéine P16, qui veut dire que ce virus, il n'est pas là uniquement en tant que spectateur, il est là actif pour modifier les cellules. Donc les auteurs concluaient qu'il n'y avait pas de cancer anal sans infection HPV. Le virus, on l'a vu dans le topo d'avant, 140 génotypes différents, ceux à haut risque 16-18 et les autres. On passe vite puisqu'on l'a déjà vu. Alors, le dépistage par frottis HPV, vous savez que chez les gynécologues, au niveau du col, maintenant c'est la règle. Est-ce que c'est utile au niveau de l'anus? Alors, vous voyez que, quels que soient les cas de figure, patients infectés par le VIH ou pas, c'est des taux qui sont très importants. Donc, ce ne peut pas être un triage avec ce frottis HPV. Dans la vraie vie, vous voyez cette étude faite à Besançon, avec un frottis anal chez tous les patients bénéficiant d'une coloscopie, eh bien, un tiers d'entre eux avec une infection HPV.
Maintenant, si on s'intéresse à la dysplasie, si on fait un frottis anal pour chercher une dysplasie, donc ça c'était le test à l'ancienne chez les gynécologues. Vous voyez en gris les patients infectés par le VIH, en noir les patients non infectés par le VIH, encore des taux très importants. Si on rajoute en plus les faux positifs et les faux négatifs, on voit bien que le frottis par dysplasie ne peut pas non plus être un triage de première ligne. En plus, ces dysplasies, alors là je ne vais pas parler des dysplasies de bas grade qui régressent le plus souvent comme au niveau du col, mais les dysplasies de haut grade, les AIN3, méta-analyse de Machalek en 2012 qui montrait que le taux de progression annuel vers le cancer de l'anus était de 1 sur 377. Mais ce qu'on s'est rendu compte depuis, c'est que plus souvent, ces dysplasies de haut grade peuvent régresser. Ça, c'est l'étude qui avait été faite à Rennes, 25% de régression chez les patients infectés par le VIH et traités. Et pire encore, ou mieux plutôt, chez les patients infectés par le VIH homosexuels suivis en Australie, il y avait une régression plus importante, une régression spontanée sans traitement, une régression plus importante que progression vers le cancer. C'est pour ça que, vous voyez bien qu'on a besoin de travaux pour comprendre qu'est-ce qui fait progresser les lésions de haut grade vers le cancer, qu'est-ce qui les fait régresser. 2 cohortes en France, la cohorte AIN3 qu'on coordonne avec la Société française de proctologie et la cohorte APACH-ANRS coordonnée par Isabelle Etienne. Alors l'objectif d'un dépistage, c'est utile si on a une pathologie fréquente dans la population cible, une pathologie utile et facile à traiter à un stade peu avancé, et des modalités de dépistage faciles à mettre en œuvre, ça veut dire accessible pour tous et pas pour une minorité, à un coût acceptable pour la collectivité. Les cibles potentielles de ce dépistage, vous voyez dans la colonne de droite le risque relatif d'avoir un cancer. Lorsqu'on est homosexuel masculin VIH, un risque x 110 par rapport à la population générale. Lorsqu'on est hétérosexuel masculin VIH x 50. Les femmes VIH x 13, les homosexuels masculins non VIH x 40, les transplantés x 100, et, population très importante, les femmes qui ont un antécédent de dysplasie sévère du col utérin ou un cancer du col ont un risque de cancer de l'anus x 2 à x 16. Donc si on fait un total, on additionne ces différentes populations, on est à une cible à dépister de 1 à 2 millions rien que pour la France. Donc là on voit bien qu'il faut des outils simples à mettre en œuvre et on n'en a pas beaucoup. Donc je pense qu'il faut aussi travailler pour trouver des nouveaux outils. Alors quelque chose de simple à dépister, c'est les condylomes. Au sens large de la définition, parce que condylome, ce n'est pas uniquement la verrue végétante qu'on voit en bas, c'est aussi des petites plages, comme on voit à gauche, ou un petit point blanc dans le canal anal. Ça, toute lésion visible à l'œil nu par quelqu'un de formé est pour nous un condylome. Donc c'est une définition qui est quelquefois discutée. Si on a cette recherche, et c'était Dalila Ben Abderrahman qui avait fait ce dépistage chez 500 patients VIH suivis à Bichat, elle avait trouvé ainsi 23% des patients, 23%, donc un quart de tous les patients VIH qui avaient des condylomes anaux. 36% dans la catégorie homosexuel masculin, 15% dans la catégorie hétérosexuel masculin et 11% chez les femmes VIH. Alors, ces condylomes sont à diagnostiquer et à traiter, pas parce que c'est associé à des lésions précancéreuses, on va le voir après, parce que ça démange, parce que ça saigne, parce que ça gêne les patients, c'est une gêne esthétique, parce qu'il y a une difficulté d'essuyage. Le problème, c'est que c'est asymptomatique dans 3 quarts des cas. Et donc, ça repose obligatoirement par un dépistage par examen clinique, inspection de la marge anale et anuscopie. Alors effectivement, il y a des dysplasies, puisque lorsqu'on avait biopsié systématiquement nos patients dépistés, 56% de ces condylomes avaient une dysplasie anale. 2 autres travaux dans 2 autres équipes internationales qui retrouvent les mêmes choses. Vous voyez, 319 patients adressés pour chirurgie de condylome, 63% de dysplasie de bas grade, 34% de dysplasie de haut grade. Et ces dysplasies de bas grade évoluent vers la dysplasie de haut grade. Donc, dysplasie de bas grade évolue vers le haut grade dans 30% des cas dans cette petite série de 91 patients. Alors, comment dépister? Alors, les recos sont parfois excessives. Là, c'est reco de Fazendine qui dit qu'il faut faire un examen procto à tous les patients VIH tous les 3 mois. C'est pas réalisable.
Les seuls recours disponibles sont contradictoires. Il faut faire un frottis dysplasie, il faut faire un frottis HPV, il faut faire une anoscopie de résolution, il faut faire un examen procto. Pourquoi? Parce que le niveau de preuve de la connaissance à ce niveau-là est faible. Donc de façon pragmatique, la seule recours française, c'est le rapport Morla pour uniquement la population VIH, qui stipule qu'il faut faire un dépistage avec un examen proctologique avec anoscopie standard de tous les homosexuels masculins VIH et tous les patients avec antécédents de lésions HPV anogénitales chez les VIH. Et puis, phrase de bon sens, il faut réaliser un examen proctologique pour tous les patients VIH en cas de symptômes anal, douleur, saignement, tuméfaction. J'ai envie de rajouter que ça devrait être pour la population générale également. Alors, les avantages de l'examen procto standard, on est dans une démarche clinique, c'est facile à réaliser par tous les proctologues et les gastro-entérologues de France et de Navarre, il y en a 3000 en France. L'apprentissage et la réalisation est partout possible dans le monde, on va voir un exemple après. Ça permet de diagnostiquer et traiter dans le même temps, donc avec une consultation à 23 € ou 50 € si c'est APC, eh bien on va permettre de diagnostiquer et traiter avec le bistouri électrique qu'on a sous la main. C'est rapide, c'est une simple consultation. Il y a une bonne compliance puisque dans nos différents travaux on a montré qu'on avait 90% de compliance. Et puis, eh bien, lorsqu'on regarde l'anus, on trouve chez les patients en VIH 14% de pathologie hémorroïdaire, 11% de fissures, des IST, des fistules, et on traite des incontinences. Donc on a une démarche clinique, on ne cherche pas des cellules, on traite des patients avec des pathologies et on prend en charge l'organe ici, l'anus. Alors, c'est autre travail qui insiste surtout sur la notion de compliance. Ils avaient comparé le bénéfice de l'anoscopie haute résolution par rapport à l'anoscopie standard. Il n'y avait pas de différence en termes de dépistage de cancer. Mais ils insistaient sur le plus important, c'est que les patients soient vus et revus et qu'ils reviennent aux consultations de suivi. Alors, l'examen à l'œil nu, même par un proctologue expert, est parfois difficile. Au moindre doute, eh bien, il faut faire un prélèvement, une histologie. Et puis, vous voyez, dans ces anus, ce que j'appelle dyschromiques, eh bien là, l'anoscopie haute résolution est particulièrement utile parce que ça va permettre de focaliser l'attention et faire la biopsie et de traiter la zone qui est mise en valeur face à cette haute résolution. Alors quand réaliser un frottis et lequel? Est-ce qu'il faut faire la dysplasie, l'HPV, les deux? Là, très clairement, je crois qu'on n'a pas de réponse. Il faut faire des travaux pour continuer à avancer sur ce point. Peut-être qu'il il faudra rechercher d'autres choses. On parle de la dysplasie, de l'HPV, mais pourquoi pas le P16, K67? Pourquoi pas des recherches d'intégration génomique, etc. Alors ce dépistage, on l'a démontré, c'est généralisable partout dans le monde, et y compris en Afrique. Avec SIDAction, on a été formé des médecins, comme ici vous voyez sur la photo, à Abidjan, à Bujumbura, à Bamako, à Ouagadougou, à Lomé, et avec Médecins du Monde à Kampala et à Mbara. Alors l'avenir, c'est qu'il faut former au dépistage partout dans le monde, trouver des nouveaux outils de triage pour améliorer l'efficience de ces dépistages et mieux focaliser son attention sur des populations à hyper haut risque. Et puis surtout, un moyen de régler tout ça, c'est de vacciner, c'est de couper le robinet en amont avec la vaccination, qui a montré son efficacité sur les virus génitales en Australie. Une étude qui vient de sortir dans New England en octobre 2020, qui permet de diviser par 2 le risque de cancer de l'anus, divisé par 2 à diviser par 8. Voilà. Pour conclure, une seule recommandation française pour l'anus concerne les patients affectés par le VIH. Il faut faire un dépistage par un examen proctologique avec anoscopie des homosexuels masculins et tous les patients avec antécédents de lésions HPV anogénitales. La population à très haut risque est loin d'être dépistée malgré l'ancienneté du rapport Morla critiqué comme simpliste. Donc il faut déjà essayer de mettre en place ce qui est simple avant de commencer à compliquer les choses. Si on élargit la population cible, elle concernera une minorité avec un accès facile à la santé, les populations favorisées, et donc laissera de côté une encore plus grande proportion de patients à haut risque qui auront encore moins accès à nos consultations surchargées. Donc l'examen proctologique semble pour le moment le plus adapté à un dépistage de masse. Nous avons cependant besoin de définir d'autres outils de triage à adapter à chaque population cible. Et enfin, la vaccination pourrait régler une grande partie du problème en amont, et ça, on va le voir sur les topos d'après.
Merci à moi-même d'avoir fait ce topo. On a dit qu'on réservait les questions à la fin de ces 3 topos. Donc, je passe la main à Déborah Konoptiki, qui, comme elle vous l'a dit succinctement, donc est infectiologue interniste à Bruxelles, qui travaille particulièrement sur les infections HPV chez les femmes. Et donc, voilà, je lui passe la main sur ce topo maintenant, justement, sur la vaccination contre ce virus HPV. À toi, Déborah. Bonjour à tous. Voici la présentation sur vaccination contre HPV. L'HPV induit différents cancers, mais le premier cancer dans le monde est le cancer du col. Et vous voyez dans cette publication que 85% de la morbidité et de la mortalité ont principalement lieu dans les pays en voie de développement. Le cancer du col est dû à 70% à 2 génotypes 16 et 18, mais si l'on rajoute 5 génotypes 32, 33, 45, 52, 58, on retrouve 90% des génotypes du monde entier. Et ce sont les génotypes qu'on va retrouver dans le vaccin 9 valent. Cette publication récente qui montre le drame du cancer du col, qui est le premier cancer chez les femmes jeunes de 40 ans, les mères de famille dans de nombreux pays, a conduit l'OMS à lancer un appel dès 2018 et ONU-SIDA s'est joint à cet appel de lutte contre le cancer du col avec création d'une journée mondiale contre HPV le 4 mars et d'un programme avec dépistage du cancer du col et du VIH, puisque la co-infection VIH augmente les lésions par HPV, mais également de la vaccination dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, en dehors du cancer du col, il existe d'autres cancers comme le cancer anal, les cancers ORL, les cancers de la vulve et le vagin et le cancer pénien. Et n'oublions pas les hommes qui sont 30% de la population qui souffrent de cancers liés à l'HPV. Lorsqu'on regarde la co-infection avec le HIV, 15% des cancers chez les personnes VIH sont dus à l'HPV. C'est 3 fois plus que ce qu'on trouve dans la population générale. Et non seulement il y a plus de cancers, mais leur mortalité est très importante. Vous voyez qu'ici, dans les pays développés, 31% de mortalité à 3 ans après un diagnostic du cancer anal dans la cohorte DAD. Ces chiffres ont été confirmés dans la cohorte française. Et quand on regarde le cancer du col, on voit que la survie à 5 ans dans les pays avec des soins de qualité sont de 74%, ils sont de 35% dans les pays avec des ressources diminuées. Alors, comment sont constitués les vaccins? Ils sont tous faits grâce à une protéine à base de la protéine externe de capside L1 qui va être exprimée et synthétisée via une levure ou un baculovirus qui vont s'auto-assembler et donner des pseudovirions, c'est-à-dire des enveloppes vides dont les caractéristiques extérieures sont les antigènes de l'HPV, mais il n'y a pas de matériel infectieux, viral ou génétique dans ces VLP. Alors sur le marché, aujourd'hui, il existe les bivalents contre 16 et 18 Cervarix par Glaxo ou le Gardasil 9 valents, 16, 18 plus ces 5 génotypes additionnels et les génotypes du condylome dans le vaccin 9 valents Gardasil par Merck. Dans ce vaccin, l'adjuvant est de l'aluminium, alors que dans Cervarix, c'est de la SO4 qui est un adjuvant qui va stimuler très fort l'immunité humorale. Ils sont tous les deux approuvés, l'un depuis 2007, l'autre plus récemment. Le quadrivalent, au départ, produit par Merck, n'est plus fabriqué aujourd'hui. Ils sont tous les deux enregistrés à la fois pour les femmes et les hommes et pour les lésions précancéreuses et cancéreuses du col, de la vulve, du vagin et de l'anus. Mais le Gardasil 9, en plus, est enregistré pour les condylomes. Alors, lorsqu'on injecte ce vaccin, on va aller délivrer des antigènes directement dans les cellules dendritiques et dans les ganglions en intramusculaire, ce que ne fait pas l'infection naturelle qui va rester à la surface du corps sur l'épithélium kératinisé des muqueuses. Ici, on va en profondeur, stimuler à la fois la sécrétion d'anticorps neutralisants et aussi d'une immunité cellulaire. Et vous voyez que les taux d'anticorps ici en noir foncé sont beaucoup plus élevés que ce qu'on obtient avec l'immunité naturelle. Et vous voyez que l'échelle est logarithmique, que ce soit pour le Gardasil ou pour le Cervarix. Alors, on a vu que dans la population générale, ces vaccins sont sûrs et hautement efficaces en prévention primaire. D'abord, chez les patients qui n'ont jamais rencontré l'HPV, c'est-à-dire les sujets de 15 à 26 ans. Ici, dans les études d'enregistrement, à peu près 78 000
patients avaient été enrôlés, que ce soit des femmes pour 4 études ou les hommes dans une étude ici publiée dans le New England avec 4000 hommes. Et on a monté une très haute efficacité de prévention des lésions du col et des condylomes chez les femmes, plus de 95%, ou une bonne efficacité de l'ordre de 80% de prévention de l'apparition des lésions anales chez l'homme. On a pu montrer aussi que chez les gens préexposés à l'HPV, car déjà sexuellement actifs, des 9000 femmes de 24 à 45 ans, l'efficacité restait bonne de l'ordre de 80%. Cette efficacité a pu être démontrée à l'échelle de pays entiers, comme l'Australie, qui a vacciné ses jeunes filles dès 2007, ou le Royaume-Uni, ou les États-Unis. Et vous voyez que les incidences des infections par l'HPV ou les dysplasies de haut grade ont diminué de plus de moitié. Les condylomes ont disparu en Australie, y compris chez les hommes non vaccinés, grâce à une immunité de cohorte. L'étude la plus récente, publiée il y a quelques semaines en Suède, qui est une étude qui a calculé l'incidence du cancer chez les personnes non vaccinées de 10 à 30 ans, suivies entre 2006 et 2017, est de 94 pour 100 000 personnes non vaccinées. Vous voyez que c'est la courbe rouge ici, et cette courbe diminue de moitié pour les gens vaccinés à 47 000. Le risque de développer un cancer du col était même diminué de manière beaucoup plus importante, de 88%, avec un ratio d'incidence à 0,12 pour les jeunes filles qui avaient pu être vaccinées avant 17 ans, et vous voyez que c'est la ligne verte. Donc, haute efficacité de ce vaccin contre les différents endpoints, que ce soit les lésions précancéreuses ou ici, carrément, le cancer du col. Ça, c'était en prévention primaire. En prévention secondaire, le vaccin a aussi montré une haute efficacité. Qu'est-ce que la prévention secondaire? Eh bien, c'est le fait de vacciner au moment où on traite des lésions déjà installées, comme des lésions de haut grade, par une conisation, par une ablation. On va vacciner en même temps pour empêcher la récidive. Et il y a des études, 3 études assez larges chez des femmes qui montrent une réduction des récidives 2 ans après le traitement des lésions, si on a été vacciné à ce moment-là, réduction de 50% ou de réduction de 35% pour les condylomes, qui sont une maladie hautement récidivante. Les données chez les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes sont moins fiables. Il n'y a qu'une étude avec une méthodologie moins forte, mais semble montrer la même chose, 50% de réduction 2 ans après le traitement des lésions de haut grade. Il y a 2 études en cours chez les hommes VIH positifs ayant des relations avec d'autres hommes sur les condylomes et les dysplasies de haut grade. Alors, comment est-ce qu'un vaccin préventif peut empêcher la prévention secondaire? Eh bien, lorsque vous faites une ablation ou une conisation, vous allez retirer 90%, voire plus, de la lésion. Il va rester quelques cellules à partir desquelles une récidive peut redémarrer. Et c'est ici que le vaccin et l'immunité cellulaire peuvent agir en bloquant la récidive au départ de quelques cellules, ce qu'elle ne peut pas faire au départ d'une vaste lésion, par contre. Alors, le vaccin est safe, il donne évidemment des effets secondaires locaux avec une petite réaction transitoire et souvent non sévère. On s'est posé quand même la question d'effets secondaires plus rares. Comme avec tous les vaccins, on se pose cette question et différents cas litigieux ont été revus par le groupe de l'OMS, le SAGE, et qui a pu conclure qu'il n'y avait pas de lien étiologique établi. Une autre vaste méta-analyse reprenant 26 études contrôlées, 73 000 personnes, a pu montrer qu'il n'y avait pas d'effets secondaires sévères. Peut-on vacciner pendant la grossesse par précaution? On ne le fera pas, même si plus de 6 000 femmes dans les études et d'autres milliers de femmes en dehors des études ont été vaccinées alors qu'elles s'ignoraient enceintes et il n'y a pas eu d'effet secondaire, mais par prudence, on postpose. Par contre, on peut vacciner pendant la lactation. Enfin, les vaccins préventifs chez les personnes VIH, qu'en est-il dans la littérature? On a 13 études qui ont mesuré le taux d'anticorps, 10 avec le quadrivalent, 1 avec le bivalent et 2 comparant quadrivalent et bivalent. On n'a pas encore d'études sur le nonavalent. 3000 personnes de tous les âges, la plupart sous traitement et avec un bon taux de CD4. Ces études ont montré la plupart du temps une bonne immunogénicité et une réponse anamnestique. Vous voyez, on donne une première dose et puis 2 doses à 2 mois et 6 mois, on obtient un pic et puis après la fin de la vaccination, il y a une sorte de décroissance jusqu'à un plateau qui est beaucoup plus important que l'immunité qu'on peut avoir avec le placebo. Et puis si on redonne une dose ici à 2 ans, on repart avec une réponse anamnestique. Un profil de sécurité favorable, en particulier sur les CD4 ou la virémie qui reste contrôlée.
Comme dans la population générale, le taux d'anticorps est plus élevé avec le vaccin bivalent. Les patients qui ont une charge virale indétectable lors de la première dose vont avoir un taux d'anticorps plus important et une induction d'immunité cellulaire plus importante également. Les vaccins préventifs en efficacité clinique chez les patients VIH, une première étude décevante publiée en 2018 et même arrêtée pour futilité, mais une population déjà plus âgée, 500 patients en médiane 47 ans et surtout très préinfectés par des HPV de haut grade, 16 et 18 vous voyez, chez au moins un tiers des gens, et puis un tiers avait des dysplasies de haut grade. Donc probablement pas la bonne population à vacciner en préventif. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nombreuses études en cours, soit avec le 9 valent chez des hommes ayant des relations avec d'autres hommes de 18 à 36 ans, soit avec le quadrivalent chez des plus jeunes, soit lors du traitement des lésions de haut grade, soit chez des femmes qui ont déjà des relations sexuelles. Une autre étude d'efficacité clinique qui apporte plus d'espoir avec le quadrivalent chez des femmes HIV suivies pendant 2 ans. Et vous voyez aucune dysplasie de haut grade dans les 2 ans qui ont suivi, alors qu'on s'attend à une incidence de 6 pour 100 femmes dans cette population HIV positive non vaccinée. Que reste-t-il comme question par rapport au vaccin ? Combien de doses faut-il donner ? Dans la population générale, les premières études avaient montré qu'avant 14 ans, on pouvait donner 2 doses, c'était équivalent à 3 doses. Plus récemment, cette étude indienne de Bakla en 2018 a montré que 2 doses avant 18 ans sont égales à 3 doses. Et donc, on peut donner 2 doses jusqu'à 19 ans dans la population générale. Chez les personnes VIH, personne n'a encore de données sur 2 doses. Dans la population générale, d'autres études randomisées ont montré qu'une dose égale 2 doses égale 3 doses sur des endpoints cliniques et c'est un sujet vraiment brûlant qui est en cours d'évaluation maintenant dans cette étude du NIH aux États-Unis. Sujet brûlant donc où l'Escudo Trial va essayer d'apporter une réponse. 25 000 femmes randomisées entre le vaccin 9 valent et bivalent, 1 dose versus 2 doses dans chaque bras. Étude en cours. Nous-mêmes, à l'hôpital Saint-Pierre, nous sommes en train de réaliser une étude papillon où nous comparons 2 doses versus 3 doses de vaccin 9 valent chez les femmes HIV de moins de 40 ans. Alors, autre question, c'est quel vaccin et quel génotype doit-on courir chez les personnes VIH positives ? Vous voyez dans cette étude de Vensensen qu'on regarde le col, l'anus chez les femmes ou l'anus chez les hommes ayant des relations avec d'autres hommes. Et chaque fois, à gauche, chez les personnes HIV négatives comparées aux personnes VIH positives, eh bien, vous voyez que les personnes VIH positives ont moins de génotypes 16 et 18 en bleu et orange et plus de génotypes contenus dans le 9 valent en grisé, quelles que soient les lésions. Donc, le vaccin 9 valent semble mieux couvrir les besoins des personnes HIV positives. Quel schéma de vaccin utiliser ? Je vous présente une étude originale canadienne de 2017 où on a comparé 2 doses de Gardasil chez les moins de 18 ans à des schémas qui alternaient soit de Cervarix en premier, soit de Gardasil en premier, et puis l'autre vaccin en deuxième. Et vous voyez qu'on arrive dans les 3 cas à un taux de 100% de séroconversion aux 9 génotypes. Qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage ? Le Cervarix est beaucoup moins cher et donne des taux d'anticorps plus élevés, que ce soit dans la population générale ou chez les personnes VIH. Donc, ces schémas pourraient être testés chez les personnes HIV positives et pourraient être intéressantes. En résumé, faut-il vacciner les personnes HIV positives contre l'HPV ? La réponse est oui, bien sûr. Avec 3 doses, il faut préférer le vaccin 9 valent. En prévention, on va vacciner les adolescents et les adultes, sûrement jusqu'à 26 ans, peut-être jusqu'à 40 ans, puisque dans les femmes, il y a des études randomisées et contrôles jusqu'à 40 ans qui montrent que c'est efficace dans la population générale. Et chez les hommes, il y a une étude coût-efficacité en Grande-Bretagne qui montre que vacciner les homos jusqu'à 40 ans est coût-efficace. Enfin, en prévention secondaire, lors du traitement des lésions de haut grade, proposer la vaccination à tout âge. Les recommandations des grandes sociétés de VIH proposent de vacciner les personnes VIH en préventif avec 3 doses, plutôt de 9 valent. Enfin, une note d'espoir en citant le programme Gavi Alliance, qui est un programme financé par la Bill et Melinda Foundation et qui donne accès au vaccin HPV dans les pays à faible revenu. Et jusqu'ici, plus de 70 pays ont pu profiter de ces
programmes de vaccination, dont la vaccination contre le papillomavirus. En conclusion, les vaccins préventifs contre l'HPV sont sûrs et hautement efficaces et peuvent être donnés chez les personnes HIV négatives en 2 doses avant 19 ans, 3 doses après. La vaccination a permis de diminuer la prévalence et l'incidence à l'échelle des pays qui ont pu vacciner avec des hautes couvertures. Il faut vacciner les personnes VIH positives en prévention secondaire et primaire avec 3 doses. Et enfin, la réponse au vaccin est meilleure si la virémie HIV est contrôlée. Je vous remercie de votre attention et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller dans le livre publié par l'AFRA VIH. Merci. Voilà. Merci Déborah pour cette très belle présentation, très claire. On a la place maintenant donc, pour quelques minutes de questions. Je propose de commencer par les questions qui ont été envoyées pour favoriser les échanges avec l'auditoire. Je vais me permettre de répondre à la première qui m'était destinée. Merci pour cette présentation. J'ai une question sur la dysplasie anogénitale. Devant une dysplasie anogénitale chez un homosexuel masculin, quelle est la conduite à tenir? Y a-t-il un traitement spécifique où on peut se contenter d'une surveillance? Si surveillance, quelle est sa fréquence? Donc, c'est une question justement qui n'est pas très simple, mais en pratique, il faut bien différencier dysplasie de bas grade et dysplasie de haut grade. Dysplasie de bas grade, donc ce n'est pas très grave, ça disparaît spontanément. Dysplasie de haut grade, il y a différents types de dysplasie de haut grade. Il y a celles que l'on voit et celles que l'on ne voit pas. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un problème éthique de ne faire que le frottis. C'est que moi, j'ai des patients qui me sont adressés avec des résultats de frottis hyper angoissés. Parce que quand ils demandent qu'est-ce que c'est qu'un frottis, c'est des lésions. En fait, une dysplasie, c'est une lésion précancéreuse. Donc, ils attendent 3 ou 4 mois pour avoir un rendez-vous avec moi. Et donc, soit je vois quelque chose, et dans ce cas-là, je la détruis, soit je ne vois rien. Et là, c'est la pire des situations, parce que le patient repart. Dans la tête, il a la notion qu'il a une lésion précancéreuse au niveau de l'anus. Et je lui dis, je n'ai rien vu, donc passez une bonne journée. C'est l'angoisse. Et donc, là, pour moi, c'est l'indication de l'anuscopie de haute résolution. Pour juste soulever le débat. Concrètement, parce qu'il y a ces questions pratiques, moi, je recommande chez ces patients de faire un examen proctologique. Je regarde à la marge anale, je fais une anuscopie standard et si je vois une lésion, je la détruis. Quelle a été dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade? Donc, la destruction, on a, nous, en proctologie, un bistouri électrique. Donc, le plus souvent, la plupart des lésions, on va faire une anesthésie locale et on va la détruire en consultation. Et lorsqu'il y en a beaucoup, eh bien, on va faire un premier temps au bloc opératoire. Et puis, une autre arme qu'on utilise, c'est l'imiquimod, cette pommade qui renforce les défenses immunitaires locales. On peut appliquer au niveau de la marge anale et ou, alors c'est hors AMM, mais on l'utilise tous en proctologie, et ou dans le canal anal. Donc ça, voilà, on jongle un petit peu entre les deux. Mais attention, la pommade ne doit pas être appliquée s'il y a des plaies. Donc, si vous avez fait une destruction de bistouri électrique, il faut d'abord attendre que ça cicatrise pour pouvoir utiliser la pommade. Voilà. Après la fréquence, on n'a pas réussi à donner des fréquences guidelines EBM parce que c'est difficile de répondre à cette question. Concrètement, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on détruit les lésions à chaque fois qu'on voit la lésion en consultation et on revoit les patients tous les 2-3 mois. Tant qu'il y a des lésions, on les détruit. Et le jour où il n'y en a plus, je double le temps entre 2 consultations. Donc, j'ai vu le patient il y a 2-3 mois, il n'y a plus rien aujourd'hui, je revois le patient à 6 mois. Il n'y a plus rien, je le revois à 1 an. Voilà pour répondre à la question du dépistage. Alors, merci Laurent. Moi, j'en profite pour te poser 2 questions. Tu disais la proctologie, c'est facile, on en fait même en pays en voie de développement, etc. Je trouvais ça très intéressant parce que voilà, nous, on est confrontés parfois à certaines difficultés, notamment pour l'anoscopie en haute résolution. Est-ce que vous utilisez des prémédications? Nous, on va jusqu'à même de l'hypnose parfois, des anxiolytiques, des anesthésies locales. Ce n'est pas un examen si facile dans mon expérience comparé à la colposcopie. Qu'est-ce que vous utilisez pour aider les patients? Alors, je crois vraiment qu'il faut démystifier le problème de l'examen proctologique.
Moi, je suis un proctologue clinicien, je suis un clinicien comme toi, et donc j'ai 5 demi-journées de consultation par semaine. Je vois en moyenne 15 à 16 patients par consultation depuis 20 ans. Donc, tu vois, j'en suis à plusieurs milliers d'examens proctologiques que je fais. Voilà, je fais 15 anoscopies par jour, sans aucune anesthésie. Et ce qui est très important, c'est ce relationnel qu'on doit avoir avec le patient. C'est plus dans la tête, si je puis me permettre, que dans un examen pour lequel on va prendre le temps d'expliquer au patient, voilà, je vais vous examiner, je vais faire ceci, je vais faire cela. L'examen proctologique ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est lorsqu'il y a des lésions qui sont diffuses. Voilà. Lorsqu'il y a 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 condylomes de la marge anale et on va dire 4 à 5 condylomes du canal anal, ça, sous anesthésie locale, c'est possible en consultation. Au-delà, ça se fait au bloc opératoire. Maintenant, mon expérience, c'est qu'en Afrique, où l'accès au bloc opératoire est parfois très excessif, très, 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 très cher pour les populations défavorisées, j'apprends à des médecins généralistes, voire des clinicians, vous savez, c'est infirmiers qui sont formés à faire des gestes dans les pays anglophones, à faire ces destructions parfois extensives de lésions HPV au niveau de la marge anale et au niveau du canal anal. Donc, c'est assez facile, mais il faut beaucoup d'humanité, beaucoup d'explications aux patients, et ça se passe dans 99% des cas très bien. D'accord, merci pour cette belle réponse de clinicien. On a reçu 2 questions pour le docteur Monsénégo, qui malheureusement ne peut pas être avec nous, mais je veux tenter d'y répondre. La première était une question qui venait d'Execo, qui est une ASBL de défense des personnes VIH et homosexuelles en Belgique, et Valentin Blason, qui nous demandait, je ne comprends pas, on dit 70 à 80% des gens ont des infections HPV et on nous parle de 10 à 15%. Alors, il y a une petite confusion et je vais juste clarifier. Donc, en fait, 70 à 80% des gens vont rencontrer l'HPV dans leur vie, en général au début de leur vie sexuelle, ça c'est tous les HPV, et puis 10 à 15% c'est le chiffre d'infection persistante de l'HPV à haut risque chez les femmes, et c'est ça dont Dr Monsénégo parlait, et en particulier après 30 ans, c'est ça qu'on va chercher dans le dépistage primaire. Et l'autre question qu'on a reçue pour le Dr Monsénégo vient de Brigitte Autran, qui posait la question, je la relis, une question intéressante qui disait quelle est la réalité de la mise en place des stratégies de dépistage que vous proposez en cherchant l'HPV directement en France, pays par ailleurs en retard dans la prévention vaccinale contre l'HPV, et surtout comment se situe la France par rapport aux autres pays à haut revenu, notamment les pays francophones? Alors moi, je peux répondre pour la Belgique. La Belgique, comme d'autres pays européens, sont tous en train d'instaurer ce dépistage de l'HPV primaire chez les femmes de plus de 30 ans. Donc, ce que fait la France et ce que Dr Monsénégo a longuement présenté se justifie tout à fait par de multiples études randomisées qui sont parues il y a déjà plus de 10 ans et un rapport européen qui recommande de dépister l'HPV primaire. Tout le monde est en train de le mettre en place. Ça n'est pas facile puisqu'on change vraiment des habitudes de 30 ans, mais tout le monde est en train de le mettre en place. J'ai encore une question peut-être pour ma présentation qu'on m'a envoyée avant de passer aux autres présentations. Oui, Déborah. Oui. Ce que je propose, c'est de faire la synthèse par rapport aux 2 questions, et qui est une question qu'on a quasiment tous les jours en consultation par rapport au vaccin. Donc nous en France, je ne sais pas exactement en Belgique, mais ça change selon le pays, mais la vaccination, c'est pour les garçons homosexuels avant 26 ans. Concrètement, alors les recommandations, on a vu, les AMM, on a vu, mais concrètement, toi, lorsque tu as un patient, un homosexuel de plus de 26 ans, et ou un homme ou une femme ayant des dysplasies de haut grade du col, jusqu'où tu vas pour, en vrai, prescrire une vaccination Gardasil 9? Alors, pour la vaccination primaire, donc il n'y a pas de lésion, on dit 26 ans basé sur l'étude du New England qui a arrêté son enrôlement à 26 ans. Mais il y a une étude anglaise de coût-efficacité chez tous les homos jusque 40 ans qui montre que c'est efficace jusque 40 ans. Et donc, je ne vaccinerai pas au-delà de 40 ans. Et là, il y a des études qui ont montré que les populations étaient trop infectées, trop de dysplasie
et que ça n'a plus de sens après 40 ans. Mais on peut aller jusqu'à 40 ans en prévention. Lorsqu'on soigne des lésions dysplasiques de haut grade, quel que soit l'âge, hélas, même après 40 ans, on a montré un intérêt à faire une vaccination secondaire pour éviter les récidives. Et là, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, la limite d'âge, c'est vraiment en primaire, avant qu'il y ait des lésions de haut grade. Et alors, il y avait une question aussi qui disait quelles sont les études qui ont montré la vaccination secondaire après le cancer? Ça, il n'y en a pas. C'est seulement en prévention secondaire des lésions de haut grade. Mais pour le cancer, on ne vaccine pas pour éviter les récidives. Merci beaucoup, Déborah. De rien, Laurent. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On va donc enchaîner avec la présentation du docteur Julie Bottero, qui est spécialiste en maladies infectieuses et qui travaille à l'hôpital d'Avicenne. Et elle va nous présenter un travail qu'elle a réalisé notamment en collaboration avec Médecins du Monde. Julie, on peut envoyer ta vidéo. Bonjour, je suis Julie Bottero, je suis médecin dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Avicenne à Bobigny et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une étude menée par Médecins du Monde à laquelle j'ai eu l'occasion de contribuer au sein du conseil scientifique. Étude qui visait à évaluer l'apport de l'autoprélèvement vaginal de détection des papillomavirus pour promouvoir le dépistage du cancer du col de l'utérus de femmes en situation de précarité en France. Pour cette étude et cette présentation, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Le contexte. Donc, le cancer du col de l'utérus, comme vous le savez, est lié à la persistance de certains sérotypes de papillomavirus, sérotypes qui induisent le développement de lésions précancéreuses et peuvent induire le développement de cancer du col de l'utérus en 5 à 20 ans. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Et cette problématique est particulièrement aiguë dans les pays en voie de développement, puisque l'on estime que 80% des nouveaux cas de cancer du col de l'utérus surviennent dans des pays en développement. Au cours des dernières décennies, il a été largement montré qu'augmenter le dépistage des lésions précancéreuses pouvait permettre de diminuer l'incidence et la mortalité du cancer du col de l'utérus. Jusqu'alors, l'examen de dépistage de référence était le frottis cervico-utérin. Mais on a observé de nombreux freins d'accès à cet examen, tel qu'en France, le taux de couverture de dépistage par frottis cervico-utérin avait été estimé entre 55 et 60% de l'ensemble des femmes éligibles à un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et ce taux était encore plus faible en cas de situation socio-économique défavorable. Ces dernières années, les tests de détection des papillomavirus se sont développés et ont attesté de leur excellente sensibilité, supérieure à la sensibilité des tests de détection cytologique, et aussi de leur intérêt puisqu'ils peuvent être réalisés à partir d'autoprélèvements avec des performances tout à fait satisfaisantes, autoprélèvement vaginal. Dans ce contexte, plusieurs pays ont choisi d'intégrer la recherche de papillomavirus dans la stratégie de dépistage et afin de réduire le taux de défaut de couverture de dépistage. Les femmes côtoyant les programmes de Médecins du Monde, représentant des groupes vulnérables particulièrement exposés au papillomavirus et au risque de développement de cancer du col, il nous a donc semblé intéressant de pouvoir évaluer l'intérêt de cette stratégie dans notre population. L'objectif principal de l'étude était de comparer la proportion d'anomalies cytologiques détectées dans 2 stratégies de dépistage. Une première stratégie qui repose sur la réalisation d'une consultation prévention dédiée suivie d'une orientation vers une structure partenaire pour la réalisation d'un frottis cervico-utérin, ou d'une consultation de prévention dédiée suivie d'une proposition d'autoprélèvement vaginal pour la recherche de papillomavirus à haut risque,
puis une orientation vers la structure partenaire pour réalisation d'un frottis en cas de test HPV positif. Stratégie donc de triage. En objectif secondaire, il s'agissait également d'évaluer la proportion de participantes ayant complété un parcours de dépistage dans chacun des bras d'intervention. Dans le parcours de dépistage complet ayant été défini, tel que le frottis avait été réalisé dans le bras frottis cervico-utérin, ou le test HPV avait été fait et était négatif dans le bras autoprélèvement vaginal, plus frottis cervico-utérin, ou fait et positif complété par un frottis cervico-utérin dans ce bras. Le design, donc 7 programmes de Médecins du Monde ont participé, 3 dans des centres d'accueil de soins et d'orientation, donc ils sont médicalisés, un centre d'accueil, d'orientation et d'accompagnement, un bidonville et 2 programmes de travail auprès de travailleuses du sexe. Donc les femmes de 25 à 65 ans étaient rencontrées dans ces programmes de Médecins du Monde, orientées vers une consultation de prévention. Au cours de cette consultation de prévention, l'éligibilité au dépistage était évaluée et les femmes étaient randomisées soit dans le bras orientation vers le frottis cervico-utérin d'emblée, auprès d'une structure partenaire, soit dans le bras proposition d'un autoprélèvement vaginal, tel que l'autoprélèvement a été réalisé. S'il était réalisé négatif, le dépistage pouvait s'arrêter là. Si l'autoprélèvement vaginal à la recherche de papillomavirus était positif, les femmes étaient orientées vers la réalisation d'un frottis cervico-utérin. L'étude a duré entre mars 2017 et décembre 2018 et la randomisation s'était faite par période dans chacun des groupes dans des centres de Médecins du Monde. La population d'études, donc 4080 femmes ont été rencontrées entre mars 2017 et décembre 2018. Parmi elles, 799 ont consulté auprès d'une consultation de prévention et 86% de ces 799 femmes étaient effectivement éligibles au dépistage, c'est-à-dire n'étaient pas à jour de leur dépistage du cancer du col de l'utérus et étaient dans la cible 25-65 ans, qui n'avaient pas eu d'hystérectomie, qui avaient déjà eu des rapports sexuels. La population d'études correspondait bien à la population d'études des femmes consultant dans les programmes de Médecins du Monde habituellement, c'est-à-dire des femmes d'âge moyen 41 ans, originaires d'Afrique subsaharienne pour 63% d'entre elles, d'Asie pour 26% d'entre elles. En France, depuis moins d'un an dans la majorité des cas, 61%, principalement hébergées chez des membres de la famille ou des amis, donc plus de 50% des cas, en situation de séjour irrégulier dans 74% des cas, sans aucune couverture maladie dans 68% des cas. Ces femmes n'avaient jamais bénéficié d'une consultation de gynécologie dans 22% des cas et 53% d'entre elles n'avaient jamais eu de frottis cervico-utérin. Parmi les femmes, les 799 femmes qui avaient consulté en consultation de prévention, 687 ont été randomisées, 303 dans le bras frottis cervico-utérin. Et dans ce bras, 39% des femmes avaient effectivement réalisé le frottis cervico-utérin. Dans le bras autoprélèvement vaginal, 95% des femmes avaient réalisé l'autoprélèvement vaginal, qui s'était révélé négatif dans 72% des cas, positif dans 38% des cas. Parmi les femmes qui avaient un test HPV positif, 33,8% des femmes avaient réalisé le frottis cervico-utérin complémentaire. Quand on s'intéresse à comparer le taux de dépistage dans chacun des bras, donc il est de 39% dans le bras frottis cervico-utérin versus 71% dans le bras autoprélèvement vaginal, qui inclut donc les femmes qui ont eu un autoprélèvement vaginal dont le résultat était négatif et les femmes qui ont eu un autoprélèvement vaginal dont le résultat était positif et qui avaient pu réaliser le frottis cervico-utérin dans un deuxième temps.
Donc un accès au dépistage qui est amélioré, y compris quand on s'intéresse à savoir si les femmes avaient récupéré le résultat du test HPV négatif. Le différentiel est moins marqué dans ce cas-là, puisqu'on a un différentiel qui est de 51% des femmes qui avaient eu un test HPV négatif, qui avaient eu le résultat de ce test, ou qui avaient eu un test HPV positif et qui étaient allées au frottis dans le bras ou de prélèvement vaginal, versus 39% dans le bras frottis cervico-utérin d'emblée. Quand on s'intéresse aux anomalies cytologiques, le taux d'anomalie cytologique rapporté au nombre de frottis réalisés était de 5% dans le bras frottis cervico-utérin versus 19,4% dans le bras autoprélèvement plus frottis cervico-utérin. Donc il y avait eu finalement la réalisation du test HPV quand il était positif permettait d'avoir un taux d'anomalie cytologique détecté plus important et donc finalement d'optimiser l'indication à ce test, l'optimisation du recours au frottis cervico-utérin. Donc un test qui s'avère être un bon test de triage, notamment dans un contexte limite de ressources limitées tant humaines que financières. En revanche, quand on s'intéresse au taux d'anomalie cytologique détecté rapporté au nombre global de patientes inclus, on a un taux qui est tout à fait comparable dans le bras frottis cervico-vaginal ou dans le bras autoprélèvement vaginal. Et donc, la stratégie incluant l'autoprélèvement vaginal n'a pas permis d'améliorer le taux de détection des anomalies cytologiques. Il n'y a pas eu d'influence statistique d'écovariables. Et en conclusion, dans la population d'études constituée de femmes migrantes en situation de précarité, la stratégie de dépistage reposant sur l'utilisation des tests HPV à partir de prélèvements vaginal semblait utile pour favoriser l'accès au dépistage, optimiser aussi l'indication de réalisation des frottis cervico-utérins, notamment donc en situation de ressources limitées. Néanmoins, du fait d'un faible recours aux frottis cervico-utérins après un test HPV positif, cette étude n'a pas permis de démontrer un impact sur le dépistage de lésions précancéreuses. Il nous semblait donc important d'insister sur la nécessité de renforcer le counseling et l'accompagnement après un test HPV positif dans ce type de population. Je vous remercie de votre attention et je suis donc disponible pour des questions complémentaires suite aux présentations. Merci, docteur Bottero, pour cette excellente présentation. On prendra les questions juste après la présentation suivante par le docteur Mbumba qui va nous parler de la prévalence élevée de l'infection anale à papillomavirus chez les hommes ayant des relations avec d'autres hommes au Mali. Docteur Mbumba a réalisé un doctorat à l'université Paris-Descartes sur l'HPV, notamment ses relations avec les autres IST et le VIH, et actuellement il travaille à l'Université de Québec à Montréal. Vidéo pour Dr Mbumba. Mesdames et messieurs, chers membres de l'Assemblée, bonjour. Avant de débuter cette présentation, je tiens à remercier les organisateurs de l'édition 2020 de l'AFRA-VIH, dont les efforts ont permis la tenue de cette conférence, ce malgré la situation sanitaire qui prévaut actuellement. C'est donc un immense privilège pour moi de pouvoir m'exprimer ici et de présenter les résultats de cette étude aujourd'hui. Donc, au cours des 5 dernières années, au laboratoire de virologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris en France, nous nous sommes intéressés à la thématique de l'infection à papillomavirus oncogène dans des populations vulnérables et à risque pour les infections sexuellement transmissibles. C'est dans cette thématique de recherche que nous nous sommes intéressés aux homosexuels masculins vivant en Afrique subsaharienne, en particulier à Bamako, au Mali. Parallèlement à cette étude réalisée au sein de la population d'homosexuels vivant à Bamako, notre équipe de recherche a antérieurement mis en évidence dans une autre population d'homosexuels vivant cette fois-ci en République centrafricaine
le fait que les homosexuels vivant en Afrique subsaharienne constituent une population très à risque pour les IST en général, et particulièrement pour les infections virales sexuellement transmissibles, telles que le VIH et l'infection anale à papillomavirus oncogène. L'infection à papillomavirus oncogène constitue un problème majeur de santé chez les homosexuels. En effet, c'est une infection persistante. Et contrairement aux autres IST qui peuvent être éliminés par une antibiothérapie, je parle ici des IST comme des infections à Neisseria gonorrhée ou encore chlamydia trachomatis ou encore la syphilis qui, elles, peuvent être éliminées par une antibiothérapie post-exposition. Il n'existe pour les papillomavirus aucun traitement curatif post-exposition. De plus, les papillomavirus représentent le facteur principal à risque, le facteur de risque principal pour le cancer anal chez les homosexuels, en particulier ceux infectés par le VIH. Enfin, bien que ne possédant pas de traitement curatif, l'infection HPV peut être prévenue par la vaccination par le vaccin Gardasil 9. En effet, dans plusieurs essais cliniques, ce vaccin a montré une très bonne efficacité en induisant de fortes réponses immunitaires contre les 7 génotypes du HPV oncogène les plus impliqués dans les cas de cancer associés au HPV à travers le monde. Ici, il s'agit du HPV 16, 18, qui représente à eux deux près de 89% des cas de cancer anneaux associés au HPV chez les homosexuels dans le monde, mais également le 31, le 33, le 45, le 52 et le 58. Ce vaccin couvre également 2 génotypes dits à bas risque, qui sont les plus impliqués dans les cas bénins de pathologies associées au papillomavirus. Ici, c'est le génotype 6 et le génotype 11. Ainsi, dans la majorité des pays où ce vaccin est utilisé, il est recommandé pour les homosexuels masculins chez lesquels il est supposé avoir une efficacité maximale lorsqu'il est administré tôt, jusqu'à l'âge de 26 ans. Cependant, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, y compris le Mali, les homosexuels masculins sont très stigmatisés et ont un accès très limité aux structures de santé, donc aux moyens de prévention efficaces contre l'infection à papillomavirus. Actuellement, il n'existe aucune littérature pertinente concernant l'infection à papillomavirus et la santé sexuelle des homosexuels masculins vivant au Mali. Mais afin d'implémenter de nouvelles stratégies de prévention, telles que la vaccination par le Gardasil 9 par exemple, il est au préalable nécessaire de dresser l'épidémiologie moléculaire des génotypes de HPV circulant dans cette population. Cela permettra a priori d'estimer l'efficacité prédictive de la vaccination par le Gardasil 9 dans cette population. Et il est également nécessaire d'identifier, bien sûr, des potentiels facteurs de risque de cette infection au sein de la population d'homosexuels vivant à Bamako. Donc, pour ce faire, nous avons collecté des échantillons des écouvillons de la marge anale chez les homosexuels, consultant au département des infections sexuellement transmissibles du centre hospitalo-universitaire de Bamako, Mali. Ces prélèvements ont été stockés à température négative afin de ne pas les altérer et ils ont été transférés tout en conservant la chaîne du froid au laboratoire de virologie de l'hôpital européen Georges Pompidou où ils ont été bien sûr soumis à la PCR en temps réel Aniplex HPV28 qui est un système qui permet de détecter et d'identifier 28 génotypes du HPV différents, dont 13 à haut risque, donc les 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68. Ce sont les principaux génotypes les plus répandus, les plus détectés dans les cas de cancer. 6 génotypes classés comme potentiellement oncogènes et 9 classés comme génotype à bas risque. Pour cette étude, nous avons pu inclure 50 jeunes homosexuels d'âge moyen environ 24 ans
dont un tiers d'entre eux étaient infectés par le VIH. Près de la moitié d'entre eux présentaient une infection aiguë à Neisseria gonorrhoeae et une minorité était infectée par Chlamydia trachomatis. En ce qui concerne l'épidémiologie de l'infection à papillomavirus, près des 3/4 des individus inclus dans cette étude présentaient une infection anale à HPV. Lorsqu'on se focalise uniquement sur l'infection à papillomavirus oncogène, c'est plus de la moitié d'entre eux qui étaient positifs pour des génotypes oncogènes. De plus, la majorité des infections oncogènes étaient causées par plusieurs génotypes à haut risque en même temps. De façon très particulière, nous avons remarqué que les génotypes couverts par le Gardasil 9 étaient très prépondérants dans cette population. En effet, comme on peut le remarquer dans l'histogramme ci-contre, le génotype majoritaire dans cette population était le HPV58, qui est un génotype ciblé par le Gardasil 9. Les génotypes 16 et 18, en rouge également, qui sont les génotypes les plus impliqués dans près de 90% des cas de cancer anaux chez les homosexuels à travers le monde, étaient eux aussi très prépondérants. D'autres génotypes vaccinaux à haut risque, mais aussi d'autres génotypes vaccinaux à haut risque étaient également présents, comme le génotype 31, 33, le génotype 52. On peut également remarquer que les deux génotypes à bas risque les plus prépondérants, le 6 et le 11, qui, comme je disais au préalable, sont les plus impliqués à travers le monde dans les cas de pathologies bénignes associées au papillomavirus, étaient également très prépondérants dans cette population. Enfin, le génotype 66, qui est classé comme potentiellement oncogène, était également très fréquent au sein de cette cohorte. Comme on peut le voir à travers ces tableaux de contingence, l'infection à VIH constitue un facteur de risque très fortement associé aux infections anales multiples et à HPV en général, donc le tableau de contingence en haut à droite, mais également aux infections multiples à HPV oncogènes, le tableau de contingence en bas à droite. Le VIH semble également être associé aux infections à HPV et HPV oncogènes en général, mais nous n'avons pas pu mettre en évidence ce lien statistique dans cette population. Cela pourrait être bien sûr dû à la taille de notre échantillon qui est assez faible, ce qui a éventuellement engendré une baisse de la puissance de notre étude. Toutefois, on peut remarquer pour les HPV oncogènes et pour les HPV en général, il y a une tendance, mais on n'atteint pas la significativité statistique. Comme on peut le constater ici, les rapports sexuels anaux réceptifs non protégés étaient significativement associés avec le fait d'avoir une infection HPV génitale, donc le premier tableau de contingence. Cela semblait également être le cas pour les infections multiples, donc le deuxième tableau de contingence en haut à droite. Toutefois, cette tendance n'a pas pu être confirmée pour les infections à HPV oncogènes et les infections multiples à HPV oncogènes. Là aussi, nous soupçonnons bien sûr un manque de puissance de notre étude dû à la petite taille de notre échantillon de l'échantillon de cette étude. Donc, en somme, à partir de ce petit échantillon de la population d'homosexuels masculins vivant à Bamako, nous avons pu montrer premièrement qu'il s'agit là d'un groupe très à risque pour les infections sexuellement transmissibles, en particulier pour les infections à HPV oncogènes et le VIH, ce qui les rend très susceptibles de développer des formes graves de cancer anaux associées à HPV oncogènes. Deuxièmement, nous avons pu montrer que toutefois, il serait également possible a priori que le vaccin Gardasil 9 aurait une efficacité prédictive assez intéressante pour protéger les homosexuels masculins maliens contre les principaux HPV oncogènes qui circulent au sein de ce groupe. Ces observations pourront ainsi servir d'argument de base
en faveur de l'implémentation des stratégies innovantes pour la lutte contre l'infection HPV et les cancers associés au sein de cette population. Je parle ici, bien sûr, d'implémenter la vaccination par le Gardasil 9 dans cette population qui est assez jeune, moins de 26 ans, car en Afrique subsaharienne, bien sûr, ce n'est pas encore le cas. Cela pourrait également passer par l'éducation, la sensibilisation sur des comportements sexuels à risque, et bien sûr les IST qui sont très prépondérantes dans ces populations, la distribution de moyens de prévention et éventuellement la mise en place dans les structures de santé qui sont fréquentées par ces homosexuels d'examens comme l'anoscopie ou encore le toucher rectal qui pourraient permettre de détecter les lésions précoces et de pouvoir intervenir très tôt avant l'installation de tumeurs cancéreuses au niveau anal. Donc, je ne saurais terminer mon propos sans remercier, bien sûr, premièrement le docteur Donato Coyalta du département des infections sexuellement transmissibles du centre hospitalier universitaire de Bamako, au Mali, qui s'est très impliqué dans l'inclusion de ces homosexuels, mais également le professeur Laurent Bellec du laboratoire de virologie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, qui a supervisé, bien sûr, ces travaux. Je vous remercie. Merci, docteur Mbumba, pour votre présentation. Malheureusement, docteur Mbumba n'est pas connecté avec nous pour la discussion, mais on va répondre aux questions qui nous ont été envoyées et nous-mêmes peut-être poser des questions. Je voulais commencer par féliciter docteur Bottero pour l'étude qu'elle nous a présentée avec Médecins du Monde. Une étude extrêmement intéressante. Vous m'entendez, Julie? Tout à fait. Une étude extrêmement intéressante et très importante, je pense. Vous avez démontré vraiment l'utilité des autotests et puis la difficulté, elle était plus en aval, c'était d'avoir un retour de ces femmes par la suite pour pouvoir faire le suivi. Qu'est-ce que vous pensez à l'avenir pouvoir mettre en place pour pouvoir récupérer ces patientes avec un frottis HPV positif, donc à risque d'avoir des lésions, et qui ne se sont pas représentées pour la cytologie, des appels, des visites à domicile? Qu'est-ce que vous pensez mettre en place à l'avenir? Alors, c'est difficile parce que ça dépend de chaque centre et de la capacité de chaque centre à pouvoir implémenter une stratégie efficace. Il faut savoir que les consultations de gynécologie n'avaient pas lieu sur les centres où se présentaient les femmes de Médecins du Monde. Donc, elles devaient aller dans des structures partenaires pour se faire dépister avec un frottis cervico-vaginal complémentaire. Donc, évidemment, toutes les initiatives qui pourraient permettre de rapprocher l'examen de dépistage des femmes pourraient permettre de faciliter l'accès à ces examens. Mais sinon, c'est les stratégies de rappel des femmes, les informant mieux de leurs résultats de test et les orientant de manière itérative vers l'examen gynécologique. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que l'autoprélèvement vaginal, c'est un examen vraiment qui facilite en routine l'accès à la première marche du dépistage, mais finalement, on voit que quand il est positif, il faut vraiment mettre en place des stratégies ou des parcours de soins facilités qui puissent permettre de mieux prendre en charge les femmes et d'aller jusqu'à l'étape complémentaire de frottis cervico-utérin. Ce que l'on n'a pas pu objectiver non plus dans cette étude, c'est combien des femmes qui étaient allées jusqu'au frottis cervico-utérin avaient récupéré les résultats du frottis cervico-utérin, et on sait que ça reste aussi une marche supplémentaire vers la bonne prise en charge des personnes. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, notamment dans notre expérience sur la prise en charge du dépistage du col utérin chez les femmes VIH positives. On sait que même dans les pays à haute ressource, ça reste un problème, et que notamment par le fait que les dames ont confiance dans le clinicien qui s'occupe de leur VIH et puis on les adresse ailleurs à une autre consultation, et c'est compliqué d'aller jusque-là, de devoir réexpliquer qu'on est séropositive, etc. Et il y a maintenant différentes publications qui montrent que le fait d'intégrer une consultation de gynécologie ou bien de proctologie, comme Dr Abramovic par exemple, au sein même de la consultation HIV,
facilite l'arrivée des dames jusqu'au frottis. Et donc, peut-être quelque chose dont il faut s'inspirer, effectivement, c'est l'intégration de ces consultations pluridisciplinaires, un gynécologue, un proctologue, un archivologue, et ici, peut-être, au sein de Médecins du Monde, peut-être imaginer un gynécologue au sein même de l'équipe qui a déjà rencontré une première fois la dame pour l'autofrottis, et puis il y a un lien qui se crée comme ça. Oui, tout à fait. C'est ce que l'on met en place effectivement dans différents types de structures également en France. C'est vrai que probablement pour les personnes infectées par le virus du VIH et les femmes en particulier, les choses sont facilitées par le fait qu'on les revoit, que donc il y a la possibilité de leur réexpliquer aussi le résultat de cet examen et qu'on a la possibilité de mettre en place ces consultations au sein des consultations d'infectiologie. Je voudrais rebondir sur ta question, Déborah, qui est majeur, c'est cette chaîne. Le dépistage, c'est une chaîne et il suffit qu'un seul maillon ne marche pas pour que tout s'arrête. Donc, je suis d'accord avec toi. Nous, par exemple, à l'ITA, donc on a 2 vacations de proctologie dans le service infectieux, justement pour éviter, c'est-à-dire que le patient vient pour son suivi VIH et il va directement au bureau d'à côté pour faire ce dépistage. Ça évite la prise de rendez-vous. Et une deuxième expérience qu'on a, c'est avec l'association AIDS, où il y a des populations qui ne parlent pas français ou qui sont stigmatisées. Et donc, si, je ne sais pas, nos grosses structures, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais c'est très difficile, même pour quelqu'un d'hyper inséré dans la société actuelle, de prendre rendez-vous dans ces grosses structures, avec des rendez-vous, des numéros de téléphone qui ne répondent pas, avec des sites qui ne répondent pas. Et donc, du coup, avec AIDS, on a une consultation où le patient va prendre rendez-vous auprès de son association, et l'association a pris le rendez-vous au sein de l'Institut Bichat. Et donc, du coup, le patient n'a pas à appeler Bichat, le patient va chez sa structure AIDS et dit, voilà, moi j'ai besoin d'un dépistage. Et dans ce cas-là, c'est AIDS qui prend le rendez-vous. Voilà, je crois qu'il faut réfléchir à tous ces liens, tous ces relais, parce que sinon, on a beau écrire des recommandations, si on ne met pas en place tous ces maillons, eh bien, ça ne marche pas. D'ailleurs, pour reprendre le topo que tu as fait, Déborah, sur le vaccin, c'est un peu pareil. On a beau dire il faut vacciner, si on ne met pas en place toutes les raccourcis, eh bien, on voit que dans certains pays, comme la France, on n'a que 20% de couverture vaccinale. Alors, il y a une question là qui nous est arrivée de Amouzou Defolo de l'hôpital d'Assaoun et qui nous demande comment les femmes sont-elles formées pour faire l'autotest, docteur Bottero. Alors ça, c'est très simple en fait. L'auto-prélèvement vaginal, c'est la même chose qu'un auto-prélèvement vaginal pour la recherche de chlamydia ou de gonocoque. Donc, c'est un écouvillon. Il y a une petite notice effectivement d'information. Les infirmières expliquent la réalisation aux femmes. Donc, voilà, c'est une explication de quelques minutes. Oui, et je voudrais ajouter qu'il y a de multiples publications qui ont montré que c'était très facile, très réalisable, très fiable et que ces tests sont équivalents à ceux réalisés par un médecin. Donc, j'appuie tout à fait la démarche. Je voudrais en profiter, je m'excuse de monopoliser la parole, pour vous parler d'un article, parce qu'il me semble qu'il y a eu un sujet important qu'on a à peine effleuré ici, c'est le dépistage du cancer du col dans les pays avec des ressources limitées. Et je voudrais juste mettre en valeur un article de la revue médicale suisse de 2019 par Pierre Vassilakos qui s'appelle « 20 années de lutte contre le cancer du col utérin en Afrique subsaharienne ». Ce sont donc des collaborations entre Genève et Yaoundé. C'est un article gratuit online de la revue médicale suisse et dans lequel ils font état de toutes les améliorations qu'ils ont pu apporter pour faire du dépistage. Et entre autres de l'autodépistage, comme nous a présenté le docteur Bottero, et qui a permis vraiment aux femmes de pouvoir participer à ce dépistage, autodépistage, réalisation d'un dépistage primaire de l'HPV, plus de cytologie, et puis des colposcopies avec possibilité de photographier sur son iPhone le résultat et de l'envoyer à une centrale qui aide à la compréhension de la lésion. Traitement, non pas par cryopréservation, puisque cryothérapie, mais par thermoablation qui est plus facile dans des pays avec des ressources limitées. Bref, toutes les étapes du dépistage
selon la stratégie favorisée par l'OMS depuis 2016, le Test and Screen and Treat, donc tester et traiter immédiatement. Les femmes viennent, elles restent 2 heures, elles s'auto-prélèvent, on a le résultat d'HPV 60 minutes plus tard et on peut les traiter tout de suite et on ne perd pas de vue. Je crois que c'est une stratégie indispensable pour tous nos amis qui nous regardent dans les pays avec des ressources limitées. Et donc, cet article le présente bien. Et puis, votre étude, Dr Bottero, l'illustrait aussi. Laurent, est-ce que tu veux… Il y avait juste une question qu'on n'a pas traitée d'Emmanuel Cook. Je ne sais pas si tu as des infos. Moi, ce que j'ai comme info sur la vaccination en Afrique, c'est qu'on en est, pour l'HPV, on en est au tout début, qu'il y a pour l'instant plutôt une vaccination ciblée pour les femmes et que c'est tout l'intérêt des travaux qui sont faits sur l'épidémiologie de l'HPV, des dysplasies, pour voir si on ne peut pas réussir à trouver des arguments pour élargir chez les garçons. Donc, pour l'instant, très peu de vaccination HPV en Afrique et un tout début uniquement avec les femmes. Oui, et on me fait signe que c'est la dernière question. Il y a plusieurs questions sur les tests HPV chez les hommes, les autotests chez les hommes, et Laurent l'a bien dit dans sa présentation. Malheureusement, là, la plupart des tests sont positifs pour l'HPV, donc le fait de chercher l'HPV n'est pas discriminant. Chez la femme, ça l'est, pas chez l'homme, donc on ne le recommande pas chez l'homme. Tu es d'accord avec moi, Laurent ? Je suis entièrement d'accord. Et c'est même éthiquement critiquable parce que vous allez créer de l'angoisse chez quelqu'un sans proposer de prise en charge. Entièrement d'accord. On va conclure là. Merci pour cette excellente session. Laurent, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à tous. Je crois que vous êtes plus de 60 à vous être connectés. Donc, je suis très content qu'on arrive, malgré les difficultés actuelles, à se réunir, à faire passer la connaissance, à échanger toutes ces questions internationales. Et donc, j'espère qu'on aura l'opportunité de se retrouver physiquement à la prochaine session à FraVIH. Je ne sais pas où, mais ça sera tellement sympa de se toucher, de s'embrasser, d'avoir des contacts physiques. Voilà, j'y suis très attaché. Et donc, mais au moins, il y a quelque chose qui est passé aujourd'hui, c'est mieux que rien. Donc, merci à tous les organisateurs et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Au revoir.